sur Twitter ou directement sur le chat du compte Twitch. On lira vos commentaires, on réagira tous ensemble à l'actualité. J'ai 3 invités, comme d'habitude, je vous les présente juste après. N'oubliez pas qu'il y a un concours sur le compte Twitter. Normalement, c'est marqué directement sur le visuel. Il suffit simplement de retweeter et de follow Inside Gone sur Twitter pour avoir la chance de gagner un ou 2 maillots. Enfin, peut-être pas les deux, mais en tout cas, il y a le maillot domicile et le maillot extérieur à gagner. Donc voilà, c'est à saisir, hein. Le maillot vient tout juste de sortir. Donc profitons-en. S'il y a bien un moment où il faut floquer Juninho sur le maillot, c'est maintenant. Donc profitez-en, retweet et follow, et vous allez peut-être pouvoir partir avec le maillot. Au programme ce soir, programme pas très chargé, mais ça reste quand même très intéressant puisqu'on va revenir en premier temps sur la victoire contre le Stade Malherbe de Caen, 4-0 à domicile, but de Memphis Depay, doublé de Memphis Depay, un but de Maxwell Cornet et but à la 64e de Moussa Dembélé sur une passe d'Oussama Aouar. Ça va plaire à Yaman, ça. Et en deuxième temps, on va revenir vraiment sur cette espèce de révolution brésilienne qui est en train d'arriver à l'OL, puisque Juninho va arriver d'ici la semaine prochaine, selon les dernières informations, à l'OL en tant que directeur sportif. Et Silvinho va arriver en tant que coach, ancien adjoint à la sélection de la Seleção, va donc arriver en tête de l'OL. Donc, premier choix de Juninho qui n'est même pas encore arrivé, qui a déjà décidé qui sera le prochain coach à l'OL. On va en débattre tous ensemble avec nos invités que je vous présente tout de suite. Il est cofondateur de Gone Academy, c'est Olimas. Ça va ou quoi? Ça va très bien. C'est un plaisir de revenir dans cette émission après au moins 2 podcasts où j'ai raté. Donc voilà. Bah ouais, c'est vrai, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Exactement. Mais je laisse ma place parce qu'il y a d'excellents intervenants aussi. Puis il fallait que tu fasses tourner aussi, hein. Il y a un moment, Exactement. t'étais là tous les jours, à un moment, voilà quoi, c'est bon. Il est un petit peu moins habitué, supporter lyonnais. Dylan est là. Salut, ça va? Salut à tous, salut Marlon, ça va? Tranquillou, tranquillou. T'attaques. Un petit peu plus libéré, on va dire. Ah oui, bah bien sûr, bien sûr. Il y a On a pris notre pied sur la deuxième mi-temps de Welcome, donc forcément, Et puis il y ça a peut que Denis aller qui bien. donne le smile, hein. Exactement. Et notre troisième invité, c'est la première fois que je fais un podcast avec lui. Je lui fais des passes D pour les beats d'AFC. C'est le fondateur de Demi-Volée, Yaman. Ça va ou quoi, frérot? Ça va très bien. Toujours un plaisir d'être là. Ah bah, toujours, toujours. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. On n'a pas fait Ouais, de podcast ensemble. C'est dommage quand même. effectivement. Enfin, on a peut-être fait le dernier ensemble, il me semble. Ah ouais? Ouais, je sais plus trop. Bref. Le dernier, j'étais pas là, mais peut-être le précédent, c'est possible. Ouais, ouais, je me souviens plus. Ouais, ouais, possible. Je viens de me réveiller, donc faites pas attention. Faites pas attention, voilà. Donc, on va revenir rapidement sur le match de Caen. Il y a pas mal de... Enfin, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Mais on va essayer de détailler ça quand même. Je rappelle quand même les buts. La 31e, Dembélé rate un penalty, arrêté par Brice Samba. 49e minute, Memphis Depay ouvre le score sur une belle passe de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet qui, lui, double la mise à la 54e. Moussa Dembélé à la 64e marque sur une passe D d'Oussama Aouar. Et encore une fois, à la 74e, Memphis Depay marque sur une autre passe de Maxwell Cornet. Donc, double passe D et un but pour Maxwell Cornet. Très bon match de Maxwell Cornet. 60% de possession de balle pour l'OL face à 40 pour le Stade Malherbe de Caen. 16 tirs, dont 8 cadrés pour l'OL face à 7 tirs à 2. La composition de départ, je vais vous la donner. Memphis Depay était aligné en pointe avec Moussa Dembélé, Maxwell Cornet et Terrier juste derrière. Ndombele Aouar au milieu, comme d'habitude. Marcelo Morel, cette fameuse charnière excellente dont on a eu droit ce week-end. Mendy à gauche, Léo Dubois à droite, Anthony Lopez, comme d'habitude, titulaire au cage. Les amis, qu'avez-vous pensé de ce match? Première mi-temps plus ennuyante que la deuxième, manifestement. Yaman, je vais te donner la parole.
C'est gentil. Est-ce qu'il fallait changer quelque chose à cette composition selon toi, même si c'était quasiment plié avant même que le match commence? Est-ce qu'il fallait changer quelque chose à la compo? Franchement, c'est bon, la saison elle est presque finie. Le double pivot Ndombele Aouar qui fonctionnait pas, ils commencent à trouver un peu leur marque. Donc voilà, c'est pas idéal, il y a beaucoup de risques, mais ça fonctionne un petit peu, donc pourquoi pas. Et puis l'attaque, bah, de toute façon, je pense que c'est nos quatre meilleurs éléments qu'on peut aligner devant. Donc forcément, je pense que c'était la meilleure compo possible. Et puis on a gagné 4-0, donc ça conforte un peu cette idée. Vous avez pensé quoi du match de Memphis Depay? Est-ce que vous le trouvez un peu plus libéré quand même depuis l'annonce du départ de Genesio? Moi, j'ai pas trop aimé sa première mi-temps. Je Ouais. pense que derrière Dembélé, c'est pas vraiment sa meilleure place. Ça correspond à la première mi-temps, je trouve vraiment mauvaise de l'OL pour le coup. Euh, je pense que après, effectivement, il y avait très peu d'intensité, très peu de combinaisons, très peu de jeu en première mi-temps, mais et Depay a pâti aussi de ça, hein, même si il est toujours aussi actif, mais il rate des fois des trucs parce qu'il il met pas assez d'intensité dans ses passes. Donc sa première mi-temps est pas bonne, mais comme tout le monde en vérité. Mais après la deuxième mi-temps, ça a été bien mieux, je pense. Dylan, t'as un truc à nous dire sur ce match? Sur Memphis, pas forcément plus qu'Olimas, hein, ils ont rarement été alignés aussi d'entrée Moussa Dembélé et Memphis Depay, donc forcément c'est pas évident de se trouver. Mais après, en deuxième mi-temps, ils sont pas forcément plus trouvés que ça non plus les deux, hein. Memphis, il a plus une relation avec Maxwell Cornet. Déjà, en dehors du terrain, ils ont une bonne affinité. Donc, et après, sur le terrain, ça s'est ressenti, hein. Je crois qu'il y a 2 passes ici de Maxwell Cornet pour Memphis, si je dis pas de bêtises. Donc, ça s'est plus C'est ça. ressenti. Et après, il y avait plus d'espace aussi. Plus d'espace dans la défense cannaise. Donc, ouais, c'est pas son meilleur match, on va dire, à Memphis. Et puis on voit Memphis qui félicite encore une fois Cornet. On me rappelle à Bordeaux où, à un moment Cornet fait une frappe et en enfermé, il l'engueule et puis l'action d'après, Cornet fait une passe à Memphis, il marque et il va le féliciter. Donc ça c'est plutôt un bon truc entre les deux. Memphis n'hésite pas à féliciter vraiment fort Cornet quand il fait le bon choix, ce qui n'a pas toujours été le cas et depuis quelques semaines il l'est fait, surtout pour Memphis. Et Et puis, ça ce je qui est pense que après, c'est un duo très intéressant pour le coup. Et puis, ce qui est appréciable aussi avec Cornet, c'est qu'il n'hésite pas à faire jouer les autres et à faire la passe décisive, contrairement à Traoré. Je vais peut-être prendre le rôle de Sandokan ce soir, mais franchement, Traoré, quand il est rentré, il a joué comme il fait. En fait, il rentre, il fait son crochet, il frappe, alors que Cornet va jouer plus dans la première intention. À chaque fois, c'est une passe, je ne sais pas si on pourrait dire une passe PES, mais il donne le but à Memphis alors qu'il pourrait tenter de la jouer tout seul et de marquer. Moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié avec Cornet sur ce match-là, par exemple. Je pense que la comparaison est intéressante avec Traoré, mais Traoré est même plus concerné, je trouve, sur les dernières semaines. Je pense il a plus du tout la tête à l'OL. Faut voir ce que va en faire Juninho, pour le coup, mais Bah après là, il franchement. a, il a joué tout le temps comme ça aussi, Traoré, hein. Ouais, mais. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais je pense que là, il est vraiment, vraiment plus du tout, plus du tout concerné, ça se voit vraiment pour le coup, hein. Et après, le problème, c'est qu'il a toujours ses mêmes défauts, quoi. Bon, quand Je t'es sais pas pas s'il concerné est et que t'as les mêmes vraiment. défauts. Je sais pas si c'est vraiment un problème enfin, qu'il est concerné ou qu'il n'est pas concerné. C'est surtout que bah, le système actuel, les qualités et les défauts de l'effectif, ça aide pas à le mettre en valeur en fait. Alors que quand on l'a vu par exemple la saison dernière avec le passage en losange, il était, il était parfois excellent, parfois très efficace. Enfin, rarement les deux ensemble, mais voilà, donc ça l'aidait aussi, ça l'aidait un peu à se mettre en valeur, mais ce qui n'est absolument pas le cas dans ce 4-2-3-1 où il a vraiment, vraiment beaucoup de mal à s'exprimer. D'ailleurs, si on veut un peu comparer les qualités principales de Cornet ou de Traoré, Traoré c'est un joueur qui est très agile, c'est un joueur qui peut mettre des feintes de corps absolument exceptionnelles, qui peut changer de direction en un milliseconde. Mais c'est un joueur aussi qui malheureusement n'a qu'un seul pied, qui n'a pas de pied droit. Et ça l'aide pas à courir, ça l'aide pas à tirer, ça l'aide pas à passer, ça l'aide à rien du tout en fait. Donc du coup, il est obligé de revenir sur son pied gauche, de rentrer sur son pied gauche pour ensuite essayer de tenter un centre ou alors enrouler une frappe. Bon, les frappes qui commencent à devenir un peu trop prévisibles.
Donc, ça le limite forcément, il doit apprendre à varier son jeu, alors que Cornet, c'est un joueur qui a d'autres qualités, qui apprend de mieux en mieux à accélérer et en même temps, c'est un joueur qui a les 2 pieds, qui est presque aussi bon ou mauvais au choix du pied droit que du pied gauche, donc ouais, ça dépend des jours. Donc voilà, c'est un joueur qui peut, comment dire? Qui peut donner plus de variété dans le jeu et donc ça fait qu'il a donné plusieurs passes décisives du pied droit, il a marqué plusieurs buts du pied droit alors qu'il est gaucher de base. Donc dans un système qui est aussi aléatoire, qui dépend autant des exploits individuels, qui ne cherche pas vraiment à mettre les joueurs en valeur avec leurs qualités, c'est un système qui convient un peu plus à Cornet qu'à Traoré ou alors un peu moins à Traoré qu'à Cornet. Du coup, vous aimeriez garder Maxwell Cornet si jamais il y avait un départ possible, sachant que cet hiver, il y a failli y avoir départ et au final, il est resté. Vous aimeriez le garder quand même? Bah, honnêtement, je sais pas. Est-ce que son meilleur poste, c'est pas en tant qu'attaquant plutôt que sur le côté? Et est-ce que l'OL peut lui offrir ce poste d'attaquant? Je pense que c'est peut-être mieux quand même qu'il parte. Je sais enfin, il y a eu des rumeurs comme quoi il était très intéressé par l'Allemagne et je pense que son profil correspond parfaitement au championnat allemand. Il serait capable de profiter des espaces des défenses allemandes pour marquer peut-être sa quinzaine de buts, surtout qu'il est plutôt adroit. Moi, je pense que c'est peut-être le moment de s'en séparer et de construire autre chose. On a Martin Intérêt qui apporte autre chose et quelque chose qui correspond peut-être plus à l'OL que Cornet. Donc, moi, je dirais, je m'en séparais. Ça va dépendre un peu du nouvel entraîneur. Ça va dépendre de en quel système il veut jouer, s'il veut jouer avec 2 pointes ou s'il veut jouer avec qu'un seul joueur devant. Cornet a des qualités, je pense, en pointe, mais à l'heure actuelle, on a Dembélé devant. Je suis pas sûr qu'il se satisfasse d'un poste de remplaçant. Maintenant, je pense que sa cote a remonté sur la fin de saison. Il lui reste 2 ans de contrat. Bon, à voir. À voir. Je suis pas contre de le garder, mais je pense que le club, s'il y a une bonne offre, comme cet été, comme cet hiver et comme l'été d'avant, je pense qu'il lâchera, hein. Et vous pensez Ouais, pas que ça peut faire un départ en trop quand même? Parce que ça parle d'un départ de Nabil Fekir, ça parle d'un départ de Memphis Depay. Vous êtes limite en train même d'exclure Bertrand Traoré de l'équipe. Si maintenant Max Le Cornet il s'en va, il va falloir peut-être tout refaire Ah en non, mais il n'y attaque. aura pas autant de Un peu départs. fort, non? Non, mais il n'y en aura pas autant. Mais il y a quand même beaucoup de rumeurs sur un départ. Est-ce que vous pensez que l'OL ne va peut-être pas bloquer la porte dès le début pour Max Le Cornet? Comme ça, ils sont un peu tranquilles. Moi, je pense qu'ils vont essayer de bloquer Memphis plutôt que Cornet. Je sais Bien pas ce que vous sûr, en bien pensez, sûr. mais Mais après, c'est Je- pas voilà. forcément eux qui décident. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il va y avoir déjà conversation avec Memphis pour savoir ce qu'il veut vraiment. Et après, tu fais en fonction de ça, puisque s'il estime que Nabil doit partir, enfin, qui veut partir, tu le laisses partir, et après, tu fais en fonction de ça. Tu parles avec Memphis. Si Memphis dit je veux partir absolument, bah, il faut des offres. Et tu gardes Traoré et Cornet, moi, ou tu fais quelque chose d'autre, quoi. Après, on pour va, avoir on lu. va essayer. Ouais, Vas-y, vas-y. Yaman. Bon, d'accord, merci. Bon, ce que je veux dire, c'est que bah, la réalité qu'on essaye de trouver aujourd'hui, ce sera absolument pas la même qui sera dans 10 jours. Quand on parle de l'arrivée de Juninho, qui va commencer déjà son travail un peu, même s'il va pas être vraiment, il va pas prendre sa fonction officiellement, mais il va quand même commencer à travailler sur les différents dossiers du club qu'il devra gérer pendant l'été. Donc, la réalité d'aujourd'hui, c'est absolument pas celle qu'on aura dans 10 jours, ni celle qu'on aura dans un mois quand le mercato va ouvrir ses portes. Donc, pour moi, pour revenir un peu au sujet de Cornet, c'est un joueur qui est malheureusement un peu irrégulier. À chaque fois qu'il a pris sa place de titulaire, au bout d'un moment, il a lâché, il a commencé voilà, à devenir très maladroit, à ne plus s'appliquer à fond, tout ça. Donc, il a vraiment eu des bas qui étaient vraiment très, très bas. Il a eu aussi ses hauts, ses bonnes périodes. Donc, mais est-ce qu'on peut vraiment, nous, l'Olympique Lyonnais, avec les ambitions de l'Olympique Lyonnais, en faire un titulaire indiscutable à l'OL? S'il a vraiment eu ce déclic qui sera beaucoup plus régulier, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que est-ce que lui aura vraiment envie de rester à l'OL pour essayer, pour tenter sa chance? Pour moi, c'est un joueur voilà, ça fait déjà une éternité qu'il est à l'OL. Enfin, on en a l'impression au moins, il est arrivé en 2015. 2015, ouais, 2015. Bah, il Voilà. est arrivé, il Donc, avait 17 ans, aujourd'hui, il a 35 ans. Donc, ah non, je cautionne pas par contre. Ça, je cautionne pas par contre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que bon, malgré tout, ça reste un jeune joueur. Ça reste un joueur qui, voilà, qui est pas en fin de carrière. C'est pas un briscard de 33 ans
voilà, qui veut faire ses quelques minutes et apporter son expérience au vestiaire. Non, non, c'est un joueur voilà, qui est en pleine croissance footballistique, disons, qui est en pleine progression, et donc qui a vraiment envie de construire son propre projet. Il sera vraiment mis en valeur, et je pense que ça sera loin de l'OL. Après, s'il accepte à nouveau une nouvelle saison de concurrence à l'OL, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Très bien, les amis. Bah écoutez, je pense qu'on est bien revenu quand même sur ce match-là. Juste avant de passer à la suite, je vais quand même vous demander une question que j'aime bien demander à chaque retour sur les matchs. Quel est, selon vous, l'homme du match côté lyonnais? Je vous laisse vous débrouiller. Voilà. Vas-y, Dylan, hein. Vas-y, C'est Dylan. souvent comme ça. C'est une bonne question. Je sais, merci. Parce que la première question, la première mi-temps, pardon, elle est pas très bonne et c'est difficile d'en sortir un joueur. Et sur la deuxième, il y en a plusieurs qui font une bonne mi-temps. Je pense à Oussem Aouar qui a été beaucoup plus incisif et qui a été beaucoup plus de l'avant. Cornet aussi, déjà par les stats, hein, 2 passes décisives, un but, bah, c'est remarquable. Dembélé aussi qui a fait un énorme travail dans le jeu parce qu'il a mis un but, mais il a libéré des espaces. Sur le premier but, c'est lui qui récupère le ballon, il me semble, et qui derrière va délivrer la passe à Cornet qui délivrera une passe à Memphis. Donc, ouais, dans ces 3 joueurs-là, je mettrais un des 3. Après, lequel, peut-être je vais laisser trancher Yaman ou Limas, mais je mettrais Cornet, tiens, pour ses stats. Bah, Donc, pour Olivier, ouais. bah, je te suis sur Cornet. Allez. Allez, comme ça, on va faire un petit consensus. Ouais. Voilà. Bon, je pense que Surprends-nous, mon avis Yaman. ne sert plus à rien maintenant. Je pense que mon avis ne sert plus à grand chose du coup. Mais si, vas-y, si t'en avais un autre, vas-y. Ouais. Je peux pas te Ouais, laisser dire ça. franchement, en sortant du stade, ma première impression, c'était, j'ai vu que Tanguy Ndombele avait réalisé un match absolument monstrueux. Je suis allé consulter les stats, j'ai vu qu'il avait touché, il me semble, 85 ballons, un truc du genre. Quand Oussam Aouar, par exemple, il en a touché beaucoup moins. Voilà, j'ai les stats. Ndombele, c'est 85 ballons touchés. Quand Aouar, c'est 56 ballons joués. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, Aouar est beaucoup plus présent régulièrement que Ndombele. Non, aujourd'hui, Ndombele, vraiment, j'ai l'impression qu'il voulait faire son récital pour faire ses adieux, quoi. Vraiment, à l'Olympique Lyonnais, j'ai pas l'impression. Je pense pas qu'il va être là la saison prochaine. Mais vraiment, quand on regarde un peu sa heatmap, sa carte, on le voit qu'il était devant, derrière, à droite, à gauche. Et c'est des choses qu'il faisait absolument pas dans les matchs normaux de Ligue 1 les semaines ou même les mois passés. Donc, en sortant du stade, pour moi, l'homme du match, c'était Tanguy Ndombele, malgré le fait qu'il ne soit pas directement impliqué sur un but ou une passe. Après avoir revu le match, franchement, il y en a tellement qui ont fait des matchs exceptionnels que je ne peux vraiment pas trancher. Donc, on a Aouar qui est impliqué sur 3 buts, avec vraiment un peu de travail avec et sans ballon qui était exceptionnel. On a Cornet qui est également impliqué sur 3 buts avec 2 passes décisives et un but. On a Dembélé, son travail, son pressing, son acharnement pour essayer de vraiment faire, comment dire, pour bonifier tous les ballons qu'il touche, même si en première mi-temps, il a été assez imprécis. Il y a aussi Memphis, mais en fait, il y a tout le monde. Donc, s'il faut en retenir un seul, non, je ne serais pas capable. Désolé. Moi, je rajoute juste Lopez pour la première mi-temps pour son arrêt Bien sûr. Bien important. sûr. Parce que c'est pas la même chose si on rentre à 1-0. Quand est en confiance, même si effectivement sur les mi-temps ils sont quand même, ça se voit qu'ils sont 18e, mais si tu rentres à 1-0 à la mi-temps, c'est peut-être pas la même chose quand même. Voilà, donc l'arrêt important sur Fage. Bah écoutez, on va partir avec Massoul Cornet comme votre homme du match. Merci les gars, merci pour ces élites à vie pour ce match face à Caen. C'était pas un grand match, mais bon, celui-là au moins nous met vraiment à la 3e place pour de bon, donc ça c'est fait. Le match de Nîmes, ça va être quelque chose, hein. On espère voir des jeunes jouer, hein, ça peut être sympa. En tout cas, nous, on va enchaîner sur le programme. Ça va faire plaisir à Loca qui nous écoute. On va passer sur le cas de Juninho. Juninho qui arrive, d'après l'équipe, qui arrivera à Lyon dès la semaine prochaine. Il rencontrera tous les membres importants du club pour donner ses premières directives. Premières directives qu'il a déjà commencé à donner, puisque Silvinho va suivre en tant que nouveau coach à l'OL. On va quand même parler de Juninho un petit peu avant.
Les gars, question vraiment toute bête. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait une personne mieux placée que Juninho pour être notre nouveau directeur sportif? Tiens, je vais laisser. Ouais, Florian vas-y. Maurice. Florent Maurice, ouais. Voilà, Florian Maurice, Voilà, c'est la réponse qui vient direct. par C'est ses sûr. capacités, mais après, C'est sûr. Juninho, on prend. Mais pour moi, un duo Maurice-Juninho est parfait. Ouais, je suis Si d'accord avec Maurice toi. reste. C'est un peu, Voilà. c'est un peu ce dont on va, enfin, c'est un peu ce qu'on va avoir si jamais Florian Maurice est amené à rester. Selon les infos d'RMC Sport, apparemment, c'est bien parti pour qu'il reste parce que ce projet risque de lui plaire et ça peut lui faire vraiment du bien. Et puis surtout, il pourrait retrouver son vieux pote Silvino avec qui il a joué à Celta Vigo. Ouais, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Mais encore une fois, ouais, est-ce qu'il y avait un nom extérieur qui aurait pu faire mieux? Enfin, est-ce qu'il y a un nom extérieur qui aurait pu plus nous plaire que Mais, Juninho? C'est compliqué. déjà, il n'y avait pas de directeur sportif. Ou alors, il y avait des conseillers. Je sais pas si on peut appeler ça des directeurs sportifs. Donc, je pense que Juni, c'est parfait pour ce rôle-là parce que ça fait. On sait que le directeur sportif, c'est aussi un ambassadeur. C'est un peu un ambassadeur du club. C'est celui qui va être mis plus en avant. On sait que là, dans le duo, c'est lui qui va être mis en avant au lieu de Silvino. On verra à l'avenir, hein, mais en tout cas au début. Et je pense que c'est sa place parfait pour lui. Il est très intelligent, ça on le sait. Et je pense que son duo va bien marcher. J'ai confiance dans cette mini-révolution, parce que je pense que c'est qu'une mini-révolution, parce qu'il y a encore Olas derrière qui est bien influent. Donc voilà. Et puis, De mon côté, vas-y, oui. Yaman. Ouais, merci. Donc de mon côté, si on veut parler de Juninho, je vais pas prendre le truc d'une manière très superficielle et dire voilà, Juninho est là, il connaît bien l'OL, on l'aime bien à l'OL, donc c'est le bon choix. Déjà, on avait en tête la première réponse qu'on a dite, c'était peut-être Florian Maurice, on ne sait pas. Après, Florian Maurice, il était passé en directeur sportif. Est-ce qu'il aurait eu encore le temps ou les capacités d'aller nous chercher des pépites comme il le fait si bien depuis quelques années? J'ai des gros doutes. D'un autre côté, si on arrive à faire un mélange entre les compétences entre les compétences de Florian Maurice et celles de Juninho et l'intelligence de Juninho, l'exigence de cet homme-là, et même de son aura au sein du club, parce que c'est très important, on pourrait vraiment en sortir, comment dire, gagnant et grandi. Parce que Juninho, quand on parle de Juninho, déjà, on a tous les joueurs lyonnais du centre qui avaient peut-être, qui se posaient des questions, qui avaient peut-être envie d'aller voir ailleurs, parce que voilà, le projet, il est plus vraiment basé sur les joueurs lyonnais, sur les jeunes lyonnais. On a plusieurs joueurs dans ce cas-là, dans le centre. Donc peut-être que ces joueurs-là, ils disent ah bah tiens, il y a Juninho au club, bah, on va se donner à fond pour essayer au moins de taper dans son œil. On va jouer sous Juninho, on va rencontrer Juninho, ça va être énorme. Ça peut être une source de motivation, j'imagine. Et on pense tous, je pense au cas Ryan Cherki. Ryan Cherki qui est un amoureux de l'OL, ça tout le monde le sait, qui est lyonnais depuis toujours. Mais voilà, qui se pose des questions, est-ce que vraiment ce projet-là, peut-être lui ou même ses parents ou ses représentants, pas forcément lui à 15 ans, mais qui se pose des questions, est-ce que ce projet-là va vraiment permettre à Ryan Cherki d'émerger, de sortir, de s'imposer à terme dans l'équipe première en voyant Juninho? Forcément, ça va être d'une grande aide. Et il y a plein d'autres exemples. Donc, Juninho au club, c'est beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est une légende du club, c'est la légende du club, avec toute son exigence qu'on lui connaît, avec toute son intelligence, sa connaissance du foot, sa vision. C'est un homme qui déteste la défaite. Et ce type de personne-là, on en a besoin à l'Olympique Lyonnais. Après, pour revenir sur Cherki, je suis pas sûr qu'il ait vu jouer Juninho parce qu'il avait 4-5 ans quand Juninho est parti, je pense. C'est sûr, mais il y a une aura. Mais Il a une Juninho a aura, une oui, aura, il a une aura. que tu l'aies vu ou pas. Mais Juninho, tout le monde sait que la légende de l'OL, la première légende, enfin, le premier nom qui revient, c'est Juninho. Et donc, quand Juninho, tu as l'opportunité de le voir devant toi, de travailler avec lui, forcément, tu vas te poser des questions. Bah, c'est clair que s'il va voir Cherki, il va lui dire prolonge et je t'apprends comment on tire les coups francs. Ça peut peut-être lui faire changer d'avis. Mais non, Moi, mais je pense que c'est plutôt à sa famille qu'il faut dire ça, mais bref, c'est un autre sujet. Ouais. mais pour compléter ce que disait Yaman, c'est ouais, Juninho, c'est un vainqueur. Partout où il est passé, il a quasiment tout gagné. À Lyon, quand il est parti au Qatar, même à Vasco de Gama. Après, Vasco de Gama qui n'était pas un des meilleurs clubs du Brésil et qui a été champion derrière. Il y a un des joueurs, je sais plus, où je sais que j'avais vu ça, mais à chaque début de saison, qui disait que Juninho, il comptait perdre maximum 1 ou 2 matchs et il voulait être champion à la 32e journée.
Donc ça prouve un petit peu ça montre un peu la mentalité de l'homme que c'est. C'est un vrai gagneur et je pense que ça peut pas faire de mal à l'OL. Et concernant son duo avec Florian Maurice, je suis d'accord avec Yaman. Je pense que c'est parfait qu'il se prenne la lumière, contrairement à Maurice qui va pouvoir continuer à se concentrer à dénicher des petites pépites, parce que je pense que s'il avait endossé ce costume de directeur sportif, en tout cas dans le nom, il aurait été attaché à d'autres affaires et il aurait eu moins de temps à dénicher des joueurs. Donc je pense que c'est un bon duo et vivement qu'on le voit à l'œuvre. Exactement. Je reviens quand même sur Cherki une dernière fois avant qu'on enchaîne. Je rappelle un petit peu la situation. En gros, Cherki, à la fin de la saison, il sera libre de discuter avec n'importe quel club de son choix. Et apparemment, on ne sait pas exactement il y a quel club, à part si j'ai pas les bonnes infos. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des grands clubs qui sont à l'affût et qui se feraient un grand plaisir justement de le ramener avec eux. Quelle est selon vous la méthode pour que l'OL puisse convaincre Cherki, la famille, l'entourage, pour qu'il signe un contrat, un nouveau contrat à l'OL et qu'il puisse rester un peu plus à l'OL? Bah, il lui montre le développement de Nabil Fekir, de Oussem Aouar, comment ils sont occupés de Amine Gouiri pendant qu'il était blessé. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et ils peuvent comparer aussi avec des Anthony Martial, des Fares Balouli qui sont partis très tôt de l'OL. Je pense que c'est le meilleur exemple. Après, ils ne pourront pas choisir à la place de la famille, hein. C'est la famille qui fera le dernier choix et j'espère que la famille est assez intelligente pour que Cherki reste à l'OL. Après, Ouais. rien ne dit qu'un départ de l'OL serait forcément une mauvaise décision. Non, mais ce serait plus compliqué parce qu'il partirait sûrement à l'étranger, donc ça voudrait dire s'adapter dans une nouvelle langue, dans un nouveau pays avec des nouvelles coutumes, enfin être dans un nouveau club, donc il va y avoir la concurrence. S'il part dans un gros club, ça va être, on parle du Real Madrid, de Manchester United, donc des joueurs qui sont meilleurs peut-être que ce qu'ils côtoient actuellement à l'OL, donc il va falloir s'intégrer aussi dans ces équipes-là. C'est pas forcément le choix le plus évident, et en plus là il est dans un petit confort, hein. C'est vraiment une star à l'OL, donc l'OL lui donne tout ce qu'il veut quasiment. Donc, pour moi, ce serait compliqué en tout cas, qu'il soit aussi performant aussi vite qu'à l'OL ailleurs. Mais c'est une certitude. De toute façon, c'est pas lui qu'il faut convaincre, hein, c'est la famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la famille. C'est la famille qui Absolument. décide à sa place. C'est comme Goebbels, c'est la même chose. Ouais. Lui, il voulait rester. La famille a dit non. Et là, c'est la même chose. Alors, il y a, de ce que je sais, il y a des dissensions dans la famille. C'est un peu pareil. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. De toute façon, c'est toujours la même chose. On parle d'un gamin qui a des propositions absolument indécentes de l'étranger. Mais les trucs, c'est absolument incroyable. Et l'OL déjà lui fait déjà une grosse offre. Maintenant, est-ce qu'à 15-16 ans, tu es capable de te confronter à tes parents? Je suis pas sûr. Donc maintenant, on va attendre. Pour l'instant, je pense que c'est du 50-50, mais Ola est à fond dessus. Ça, c'est clair que c'est lui qui est à fond dessus. Il n'y a personne d'autre à l'Ouest, c'est Olas qui décide et qui. Pour l'instant, c'est du 50-50. On va voir, on va attendre un petit peu, hein. Après, c'est sûr que l'OL sort beaucoup de pépites. C'est d'ailleurs pour ça que ce centre de formation est connu. Mais des pépites de la taille de Ryan Cherki, ça, on n'en a vraiment pas tous les jours, ni même toutes les décennies. Donc, soyons sûrs que Jean-Michel Aulas est à fond sur le dossier. Il essaie de faire tout ce qu'il peut pour essayer de conserver ce joueur, mais sans nuire au centre de formation. Parce que Exactement. après, on sait que les jeunes, ils sont des humains à la fin. Ils parlent entre eux. Tout le monde sait, il y a des jalousies. Ils sont des adolescents. Donc, ils ne sont pas des gens vraiment matures. Et même entre des hommes matures, les jalousies peuvent arriver. Il y a des problèmes et tout ça. Donc, quand on parle de jeunes de 15 ans, c'est encore pire. Voilà, si ça va bousiller tout le centre de formation à 10 ans et voilà, ça va chambouler tous Mais les salaires, toutes les propositions. Ben non, franchement, ça va sûrement pas être le bon choix. Après, pour revenir vraiment au cas de Ryan Cherki, bah, comment on va le convaincre? Il y a deux choses. Il y a l'aspect financier, bien sûr, et il y a le projet sportif. Quand je dis le convaincre, c'est le convaincre lui, sa famille, ses représentants. Donc, mais je dis ça pour aller plus vite. Donc, on a ces différents aspects. Sur l'aspect économique, bien sûr que l'OL, je pense, ne peut pas s'aligner sur les propositions qui viennent de l'étranger. C'est surtout sur le projet sportif que l'OL doit essayer de faire, voilà, de faire son travail, de forcer au maximum pour essayer vraiment de le convaincre. Et là, je pense que
le fait de l'avoir vu mise en avant sur les présentations des maillots. D'accord, il y a Adidas dans le truc, c'est pas vraiment que le choix du club, mais c'est pas anodin non plus parce qu'il y a beaucoup de joueurs au sein de l'équipe première ou même au centre qui sont sponsorisés par Adidas, mais on les voit. C'est pas pour autant qu'on les Et voit c'est- sur les annonces. Hmm. Donc ça, c'est un point. Je vais te laisser la parole tout à l'heure, Olivier, Oui, pas de t'inquiète. souci, pas de souci. Ouais. Donc, mais vraiment, il y a vraiment le projet sportif qui interroge. Quand on voit le cas de, par exemple, Maxence Cacré ou Marcelet, tous ces joueurs-là qui sont pas très loin des pros, qui ont des contrats pros, et qui s'entraînent même avec les pros, mais qui n'ont fait que quelques petites secondes avec le gros professionnel. Forcément, voilà, mais même Razik Brick qui le disait l'autre jour, il y a des interrogations chez les joueurs de l'académie. Est-ce que vraiment ce projet-là va nous mener vers l'équipe première ou bien on va finir à 17 ans, à 18 ans par se barrer parce qu'on n'a rien à faire ici à l'OL. Donc autant se barrer, autant partir à 15 ans et prendre le temps de s'adapter. Donc il y a la question, même si je suis pas tout à fait d'accord, mais elle est légitime, elle a lieu d'exister. Donc c'est sur cet aspect-là que l'OL doit faire des efforts sans faire des folies non plus. Voilà. Mais déjà, comme tu l'as bien dit, il y a les pubs avec Adidas. Si c'était fini, si l'OL avait plus aucune chance, il n'aurait pas été dans les pubs et il jouerait pas avec les jeunes, ce qui était le cas de Goebbels. Il n'a pas joué pendant 6 mois, enfin ces 6 derniers mois. Il me semble qu'il a joué un match au bout du 5e mois. Enfin, après, il a plus rien fait. Donc, c'est qu'il y a encore des négociations. Il va avoir 16 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a encore des négociations jusqu'à là. A priori, la famille n'a pas de représentant. Je crois qu'ils ont un avocat, c'est tout. Mais il n'y a pas d'agent. Donc, c'est toute la famille qui gère. Donc, maintenant, il va falloir faire confiance en Olas. Et il va pas falloir non plus. Est-ce qu'il faut casser la grille salariale pour Ryan Cherki et faire des trucs absolument indécents? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas que lui aussi, hein. Il y a aussi Titouan Thomas qui est un autre sujet. Lui, enfin, qui a priori demande un salaire absolument exorbitant lui aussi. Donc, enfin, c'est des problèmes, c'est des gros problèmes. Enfin, c'est gros. C'est des petits problèmes et qui peuvent être importants pour les années futures. Alors les gars, on se posera la question lors d'un prochain Goncast, je l'espère. On espère voilà, voir Cherki et pourquoi pas d'autres jeunes arriver au sein de l'équipe première pour gratter un petit peu de temps de jeu sous notre nouveau coach dont on va parler tout de suite, Silvio Mendes Campo Junior, alias Silvinho. Je vous refais un petit peu son parcours pro. C'est assez intéressant. En tant que joueur, il a donc joué arrière gauche pendant 4 ans au Corinthians, donc dans son club au Brésil. Il a joué pendant 2 ans à Arsenal, pendant 3 ans pardon, au Celta Vigo. Entre parenthèses, il a découvert un formidable ami là-bas qui est Florian Maurice. Ça peut être assez marrant cette nouvelle relation qui est en train de se créer. Il a joué pendant 5 ans au FC Barcelone sous Guardiola, entre autres. Et pendant 1 an pour finir sa carrière à Manchester City. Donc ça va, on a vu pire fin de carrière quand même pour un joueur. 6 sélections au Brésil et parmi les équipes qu'il a entraînées, bon, il n'a pas vraiment entraîné puisqu'il était assistant, voire coach technique, adjoint, tout ça. Il a fait 4 clubs au Brésil, dont Corinthians, club dans lequel il a joué. Il a été assistant et coach technique à l'Inter de Milan, donc c'est pas rien, et entraîneur adjoint, pardon, pour la Seleção avant même de se voir offrir ce poste de coach pour l'équipe olympique du Brésil, équipe qu'il a vite lâchée suite à ce coup de fil de Genesio, n'importe quoi, de Juninho, pardon, pour lui proposer justement ce poste à l'Olympique lyonnais. Donc pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment Olas a vraiment l'air de fermer un petit peu plus les yeux qu'avant, en se disant bon, Juninho aussi, voilà, il connaît le foot, il sait à qui il a affaire, il sait ce qu'il fait. Je vais lui laisser un peu les clés. Il va prendre un peu il va prendre un peu en main le côté sportif et ça va le laisser un peu sur le côté. Est-ce que c'est pas quand même une très bonne nouvelle de voir un peu moins peut-être Jean-Michel Aulas sur le devant de la scène et vraiment laisser les professionnels faire leur travail? Ça demande à voir après au cours de la saison parce que c'est ce qu'il a laissé Bien sûr. entendre.
Maintenant, je vois mal Jean-Michel Aulas laisser toutes les clés à Juninho. Encore à la limite, Juninho, qui le connaît bien et qui connaît bien le club, bon, on peut le penser, mais Silvinho, il a jamais été au club et je le vois pas. Si ça se passe mal avec Silvinho, je pense qu'il peut vite le dégager, hein. À mon avis, Ah oui, ça peut partir très vite, à mon avis. ouais, bah, du coup, c'est sur ce que je voulais venir, Olimas. On parlera après de Silvinho, mais pour moi, on a vu ces derniers jours dans la presse dire que ça viendrait de personnes qui sont là depuis longtemps à l'OL, qu'il a cédé à la pression populaire. Je pense que c'est pas totalement faux non plus. L'OL a vécu 3 ans et demi avec Genesio très compliqué, dans une atmosphère tendue, enfin très compliquée et pas agréable du tout, que ce soit pour les supporters, pour le club, etc. Enfin, c'était pas une bonne ambiance. Donc je pense qu'il a voulu un peu euh, apaiser l'ambiance en faisant venir, en laissant de côté les entraîneurs français et en s'essayant au coach étranger, parce que c'est le premier coach étranger à venir à l'OL depuis que Jean-Michel Aulas est là, je crois. Il y en a eu un, mais c'était. C'était avant Aulas, je crois, hein, si Ah je oui, me c'est trompe possible. pas. C'est possible, c'est possible. Donc, depuis Aulas, il n'y en a pas eu. Donc, pour moi, il s'est laissé tenter. Et de toute façon, si ça marche, tant mieux, il est gagnant et c'est un dieu, Aulas. Il a réussi son coup. Si ça marche pas, il peut vite mettre les pieds dans le plat et dégager et dire elle est coco, moi ça fait 30 ans que je suis au club, j'ai fait des demi-finales de Ligue des Champions, vous n'allez pas m'apprendre à gérer le club et hop, ça dégage. Enfin, pour moi, il a pas pris un entraîneur étranger qui aurait été difficile de bouger, difficile de manipuler, même si je pense pas que Silvinho, et d'après tout ce qui a été dit dans la presse ces derniers jours, soit un mec facile, un peu comme Genesio, mais il peut facilement plus le bouger que s'il avait pris on a vu des Gallardo, ou d'autres entraîneurs en Italie, des Mourinho, même si je pense que Mourinho serait pas venu, mais c'est plus facile de dégager un Silvinho qui a aucune expérience qu'un entraîneur plus expérimenté. Tu parles de Mourinho, est-ce qu'il n'y avait pas quand même moyen de le ramener, même si ça demande un effort financier conséquent, est-ce qu'il n'y avait pas quand même possibilité au moins de discuter avec lui, savoir s'il était intéressé? Bah, peut-être que l'OL a discuté avec lui, on ne le sait pas vraiment. Maintenant, est-ce que c'était dans l'intérêt de l'OL de ramener quelqu'un comme Mourinho? Bon, certes, par le vécu, l'expérience et tout ce qu'il a gagné, c'était très intéressant. Maintenant, sur le plan du jeu, est-ce qu'il aurait apporté quelque chose de différent? Là, avec Silvinho, on ne sait pas trop, on ne le connaît pas du tout. Il n'a jamais eu d'équipe en tant que numéro un. Donc, c'est compliqué. On en parlera après, sûrement avec Yaman et Olimas, par ses inspirations qu'il a eues de différents coachs par qui il a été entraîné ou qu'il a côtoyé pendant ses années d'adjoint. Donc, je pense pas que Mourinho, peut-être qu'il y a eu moyen, peut-être qu'il était intéressé. Franchement, j'en sais rien. Et puis, moi, c'était pas le choix qui me plaisait le plus, en tout cas, sur les coachs qui étaient présents. Après, quand on me demande si Silvinho, comment dire, si c'est une bonne nouvelle que voilà, enfin, on a Silvinho en coach, pour moi, c'est pas vraiment la personne qui compte ici, c'est surtout le fait que l'OL, que Jean-Michel Aulas donc, ait décidé enfin de s'ouvrir un peu à quelque chose d'un peu plus étranger. Mais en même temps, on sent vraiment que Aulas, il est à fond sur ce coup-là. Il essaye de garder toutes les chances de son côté, c'est-à-dire que, d'accord, on ramène un coach étranger, mais on le ramène dans les valises d'un homme qui est très respecté à Lyon, qui est Juninho, qui est très exigeant, etc. Mais en même temps, on essaie de garder une certaine structure au club. On garde le staff. C'était les infos qui ont été relayées un peu partout ces 2 derniers jours. Donc on essaie de garder le staff, voire même peut-être Batik. Alors après, Batik, c'est l'analyse tactique avec Paganelli. On sait tous que c'est une horreur absolue, mais est-ce que au fond son apport dans un vestiaire, son apport sur les terrains d'entraînement, est-ce que c'est pas un homme qui peut être extrêmement important dans ce virage-là qu'est en train de vivre l'Olympique Lyonnais? Pour moi, il se peut que ce soit un homme vraiment très important et que ce soit un des piliers, disons, du nouveau projet de l'OL malgré lui, même si on n'imaginait absolument pas le faire il y a encore, disons, 2 semaines de cela. Donc, pour moi, pour revenir au sujet, l'info principale, c'est que Jean-Michel Aulas est en train de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Jean-Michel Aulas qui se rapproche de la fin, de la retraite. Il est en train d'ouvrir l'OL à, voilà, enfin, comme il a dit, on est dans la dernière étape de la fusée OL, donc pour reprendre ces termes. Donc on sent que c'est vraiment son intention, mais qu'il veut pas faire n'importe quoi en même temps. On n'est pas en train de prendre des risques
pas vraiment calculer comme l'a fait par exemple l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, c'est un argument qu'il répète très souvent quand on lui dit oui, président, qu'est-ce qui se passe à l'OL? On n'est pas satisfait. Il nous dit ouais, vous préférez une saison comme celle de l'OM par exemple. Donc il a souvent cette comparaison qui revient et on sent qu'il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc il y a un vrai équilibre entre la volonté de s'ouvrir au nouveau, mais sans faire de folie, sans faire de bêtises en même temps. Donc le virage dont on avait vraiment peur il y a quelques mois, il commence à se dessiner et il paraît qu'on a pas mal de chances que ce soit un très bon virage pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est sûr. Merci Yaman pour cet avis qui a duré au moins un quart d'heure. Hashtag FuséOL sur Twitter pour réagir sur ce que Yaman vient de dire. Non mais je rigole frérot. Il y a quand même un truc, il y a quand même un truc que tu as dit et c'est quand même très intéressant. Tu parlais du staff. Est-ce que la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est justement, c'est pas justement, est-ce qu'on s'en sort bien au niveau du staff quand on sait que par exemple Laurent Blanc était un coach entre guillemets convoité par l'OL, lui serait venu à l'OL avec son staff et du coup des mecs comme Baticle ou Greg Coupé ou même Cassapa auraient pu peut-être être mis sur le côté. Euh, ce que je veux dire, est-ce que avec l'arrivée de Juninho et Silvinho, est-ce que l'OL s'en sort pas quand même très bien à ce niveau-là, sachant que faire revenir des anciens joueurs ou des anciennes personnalités du club au sein du club, justement, ça a été une bonne pioche jusqu'à maintenant. L'OL s'en sort, oui, je sais pas vraiment, parce que Laurent Blanc avait effectivement, on a toujours considéré que c'était avec Gasset que c'était le meilleur, ce qu'il pouvait tirer de mieux de Laurent Blanc. Là, il serait venu avec Franck Passy et puis un autre adjoint ou un autre préparateur. Silvinho va venir avec un analyste, enfin après la Copa América. Donc il aura quand même quelqu'un dans le staff. C'est vrai qu'il y a aussi Cassapa. On ne sait pas vraiment ce qu'il va faire Cassapa, mais il est toujours là. Le reste, Baticle, il n'y a pas trop de soucis avec. Il est là, il va faire son rôle d'adjoint. Coupé sera au gardien. Je pense que oui, on s'en tire pas trop mal pour l'instant. Et À voir par la suite. même, je pense que c'est important quand même de garder une certaine ossature parce que Silvinho, je pense que ça date pas d'il y a très longtemps quand même la piste et ça s'est fait un peu précipitamment. Donc, est-ce qu'il a eu le temps de travailler sur l'effectif, sur regarder les matchs, etc., en sachant qu'il est concentré sur la Copa América? Je crois que tu as dit qu'il venait après la Copa América, mais je crois qu'il la dispute pas, hein, il me semble. Alors, est il libéré non, mais avant. l'analyste. la dispute pas, il Ah, est attendu d'ici la semaine tu parlais prochaine. de l'analyste. Oui, c'est l'analyste. Ah, Oui, mais l'analyse vidéo, ouais, c'est ça. dans tous les cas, à la base, il devait faire la Copa América, donc il ne s'est pas penché en grande largeur sur l'effectif de l'OL, sur les qualités, les défauts. Donc c'est important d'avoir, je pense, des personnes au club qui connaissent bien, et dans son staff, du coup, dans son nouveau staff, des personnes qui connaissent bien les joueurs et qui vont pouvoir l'aider plus rapidement à construire un effectif pour le début de saison, en fait. Exactement. Ouais. Donc, perso, quand je réfléchis un peu au truc, au changement de staff qui est assez limité, pour moi, pour un club comme l'OL, qui a des résultats comme ceux de l'OL, on peut dire ce qu'on veut sur la manière, sur les détails, les matchs qui sont bêtement perdus, tout ça. Mais au final, c'est un club qui finit sur le podium, c'est un club qui figure en Europe, tout ça. Donc, c'est un club qui n'est pas vraiment en naufrage comme par exemple Monaco cette saison ou comme Marseille qui une saison sur deux. Donc, c'est pas vraiment nécessité de chambouler tout l'organigramme, de ramener beaucoup de nouvelles personnes. C'est très bien de garder une certaine ossature, comme disait Dylan tout à l'heure. C'est très important. Comme ça, au moins les joueurs, rien que les joueurs, ils ne seront pas totalement dépaysés avec un staff qui est complètement différent. Ils ont toujours des référents à qui ils peuvent parler pour communiquer avec le coach. Là, dans un premier temps, ça ne va pas forcément être facile, mais ça va faciliter. Donc, vraiment pour assurer une transition qui soit lisse, qui soit facile. La meilleure idée, c'est de garder une grande partie du staff comme il paraît qu'on va faire. Il faut voir ce que Genesio va faire pour le coup, parce que j'ai lu aussi que dans l'équipe, au cas où Genesio trouverait quelque chose, il pourrait emmener quelques personnes de l'OL. Alors, il faut voir ce qu'il va faire maintenant.
Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Yamal. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait évoqué le nom de Cassapa, mais il y a aussi, je pense, Edmilson qui est pas très très loin de l'OL, qui est en train de rôder autour de Juninho, du club, tout ça. Mais Donc, il travaille pas avec ça la m'étonnerait LFP? pas. Je sais Il pas. est ambassadeur, en fait. Ambassadeur de la Ouais, LFP, c'est ça, ambassadeur. hein? Ouais. Voilà, est-ce que c'est vraiment un métier ou c'est juste un titre comme ça qu'il utilise 2 fois par an? Je sais pas vraiment. Donc, ça m'étonnerait pas, c'est juste pour Est-ce que dire ça que ferait ça pas trop? m'étonnerait pas qu'il ait un petit truc à faire à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il en a envie. Peut-être cette saison, peut-être dans 5 ans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a très envie de faire quelque chose à l'OL. Ça, on le sent de son post, enfin, de son compte Twitter, des trucs qu'il like sur Twitter. Donc, voilà, c'était juste la petite Si je, info qui si je sert à dis rien du soir. pas de bêtises, il me semble qu'il y a aussi Merci, Yaman. un joueur qui va Ouais. revenir, un ancien joueur qui va revenir. C'est pour les jeunes, il me semble que c'est Linares, si je dis pas de bêtises, Mhm. qui va entraîner en jeune. Donc il me semble que Linares a joué avec Juninho, Je sais pas. il me Peut-être sur semble. la première année. Il me semble sur la première année. Bref, à vérifier. Mais voilà, c'était juste un petit ajout. Les gars, juste avant qu'on se quitte, on va peut-être parler un petit peu mercato. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, nouveau directeur sportif brésilien, nouveau coach brésilien. Est-ce qu'on part pas sur une prolongation de Marcelo Guedes? Non. Tu veux nous annoncer juste des horreurs ou quoi? Ah, j'ai tenté, j'ai tenté. Non, Une je Non, mais prolongation, trop de bonnes faut pas nouvelles d'un coup, abuser. il y a forcément un truc qui va casser le truc. C'est pas... Prolongation, non. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. C'est aussi l'entraîneur qui peut décider. Il n'y a pas que Oui, Juninho. Hein. c'est lui, ouais. Mais je vois mal. Et je pense que l'objectif principal de l'OL, c'est de chercher un défenseur central et un milieu de terrain avec le départ d'Ndombele, s'il y a départ d'Ndombele. Donc je vois mal Marcelo être en numéro 2, en numéro 3 du moins, puisque. Donc est-ce qu'il va pas retourner en Turquie? Pourquoi pas? Mais je vois mal rester à l'OL après, on sait jamais hein, avec cet OL. Sachant que Morel On va partir en fin de contrat. peut lancer une cagnotte pour l'emmener en Turquie. Ouais, et puis. Les billets sont pas trop chers de toute façon. Ouais. Puis est-ce que ça va marcher entre Marcelo et Juninho? On connaît un petit peu les tensions qu'il peut y avoir entre certains Brésiliens en ce moment, donc il n'y a, Ouais, mais est-ce y que a ça pas que va. Marcelo d'ailleurs. Mais surtout que Juninho est Mais- impliqué politiquement aussi. Enfin, Exactement, c'est pas justement ce que je impliqué, mais en disais. tout cas, il a une très forte opinion et il le dit clairement publiquement aussi. Donc, Il y a Marcelo, il y a Marsal et Raphaël aussi, hein. Il y a les trois. Ouais. Donc, Non, mais soyons clairs sur un truc, c'est que Jean-Michel Aulas, il va pas permettre à la politique comment dire, d'avoir son influence sur le travail sportif à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est très clair, c'est pas ouais, un club si de ça peut politique, virer donc Marcelo, moi je suis ouais, enfin, ouais, mais ça peut causer des chacun voit problèmes son dans le truc. vestiaire aussi. Donc, Ah oui, Ouais. c'est une évidence. Non, mais ce que je dis, c'est que Aulas ou tout directeur qui a un minimum de bon sens, il ne peut pas Oui, permettre à la c'est une politique, évidence. qui n'a rien à voir avec le travail de l'OL, d'influencer tout ce qui se passe dans le vestiaire, Par contre, dans les bureaux, etc. Donc forcément, s'il y a des problèmes, les problèmes vont être réglés, que ce soit en virant des joueurs, que ce soit en interdisant, je sais pas, certains trucs, mais pour moi, ça va pas vraiment être un problème. La politique, d'accord, on a tendance un petit peu à rigoler, à dire ouais, les évangélistes avec Juninho, il va tous les virer, il va tous les je sais pas quoi. Mais ouais, c'est bon, faut que ça reste, faut que ça dépasse pas le stade de blague. oui, mais après, Marcelo a pas eu une bonne fin de saison dans le vestiaire. C'est pas le seul, mais ça peut compter Ouais, aussi. Hein, c'est dans sûr, le c'est sûr. Mais renouvellement. avec la nouvelle organisation, de toute façon, toutes les cartes vont être mélangées et on va presque repartir à zéro. Presque. Oui, on se voit même on va repartir à zéro en fait. Ouais. Quasiment quoi. Vous avez vu que Ouais. l'OL a signé De Jong? Ouais. Des Jong. C'est la classe. Non, très sérieusement, j'ai vu un commentaire sur le chat assez intéressant. On va débattre là-dessus. Je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il a dit que il risque d'y avoir au moins 3 départs juste dans le secteur défenseur central. Alors, c'est pas faux. Il y a Morel qui est un peu sur sa fin, qui a maintenant un âge où c'est un peu compliqué d'assumer même un poste de remplaçant à l'OL. C'est Même un s'il fait peu, Non, mais ses c'est derniers. c'est acté, c'est acté. Pour Morel, c'est acté. ah Il continue bah, plus à l'OL. Oui, eh non, ben, oui, il est en fin de contrat de toute merci de façon. me Donc, l'apprendre. Donc, il est en fin de contrat. Il y a Marcelo qui clairement est poussé vers la sortie et il me semble qu'il y a peut-être un peu moins d'un mois, il y avait une nouvelle comme quoi Marcelo n'était vraiment plus désiré au sein de l'OL. À voir si ça a changé entre-temps. Il y a aussi Mampouille Gambiwa qui n'a pas joué un seul match cette saison, qui a un salaire assez conséquent.
Ça Est-ce se que trouve, ça va là, être lui la relève la saison prochaine avec ah, Juninho. C'est ce que j'étais mais en train de penser d'ailleurs. eh, la peste ou le choléra, Marcelo ou Mapou? Mapou. Mapou. Non. Non, en vérité, Franchement, Mapou est pas non franchement, plus exempt de tout Marcelo. reproche. C'est une question, Franchement, on ne Marcelo. peut pas Très répondre à franchement, cette question, Marcelo. les gars. Franchement, Si, on si, peut on peut pas répondre. répondre. Faut juste regarder les matchs de Mapo avec la réserve et c'est très très Ah ouais, mais clair. attends. Ouais, La mais réserve, on peut pas, Tu on peut pas peux pas comparer, ouais. juger. Tu peux pas juger L'implication un n'est pas la joueur sur la même. réserve. Non, mais c'est juste dans la continuité de ce qu'il faisait avec les pros. Donc, je suis pas en train d'inventer, Ah, franchement. Avec les pros, c'était catastrophique. Avec la réserve, c'est catastrophique. Donc, pour ça n'a pas moi, toujours été catastrophique avec les bros. non, s'il faut absolument en garder qu'un seul, pour moi, ce serait plutôt Marcelo plutôt Il faut virer que les deux. Mapo. Mais ouais, après, ouais, si on peut dégager les deux et Et avoir une vraie recrue Marlon, de peut-être que tu allais taille. parler de Tété aussi, non? Alors justement, il y a Opox dans le chat qui dit quelque chose d'assez intéressant. Et Kenny Tété, on en fait quoi? Sachant qu'on a 3 latérales droits, dont Raphaël qui a signé une prolongation il y a pas très longtemps, au plus grand bonheur de Yaman. Sachant qu'il est brésilien, il va peut-être pouvoir jouer un petit peu plus, on ne sait pas. En tout cas, Tété, c'est un joueur qu'on a vu dans l'axe. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de justement le replacer dans l'axe et partir avec un Tété au moins comme remplaçant pour jouer un peu plus dans l'axe? Mais je crois qu'il est pas très fan de cette position de défenseur central, Kenny Tête. Non? Ouais. Mais on dirait pas. En tout cas, on dirait pas. Mais ouais, d'ailleurs, c'est lui qui l'a dit, je pense, en conférence, que Je- son poste actuel, bah, c'est latéral, c'est pas vraiment défenseur central. C'est ça. Après, bah, mais comme on a dit tout à l'heure, toutes les cartes vont être mélangées. On ne sait pas à quoi on peut s'attendre. Peut-être juste que Raphaël va rester parce qu'il vient de prolonger. Mais à part ça, il y a vraiment très, très, très peu Et de Tété a certitude. un gros agent en plus. Donc, Mais Ouais, bah oui, ça paraît Raiola. Ah oui, mais ça, c'est un point très important parce que toutes les primes que Raiola et que Kenny Tété vont toucher s'ils restent à l'OL, et franchement, tout ça, c'est absolument énorme. Donc, je pense pas que l'Olympique Lyonnais a vu le rendement sportif qui est bon, mais qui n'est pas impressionnant. Je pense pas que l'Olympique Lyonnais soit très chaud pour conserver ce joueur et avec son salaire et ses primes et toutes les clauses qui vont avec. ça paraît difficilement concevable aussi de garder 3 latérales droits sans hiérarchie, parce que C'est là, sûr. il y a vraiment aucune hiérarchie entre Raphaël, Tête et Dubois. Ça a changé tout au long de la Exact. saison, en fonction des blessures, des suspensions. Là, c'est Dubois qui finit la saison, mais il faut vraiment instaurer une hiérarchie. Et je pense que on va peut-être partir sur du Raphaël Dubois. Je vois pas Dubois partir, avec peut-être Raphaël qui reprendrait peut-être son poste de numéro 1. Même si moi j'aime plutôt bien Dubois, en tout cas en Ligue 1 j'aime bien. Après Ligue des Champions ça risque d'être un peu juste, mais ouais pour moi il faut en garder que deux de toute façon, hein. Je vois pas Tête être positionné en défense, surtout qu'il Donc, jouerait pas plus que sur la droite, donc donc selon vous, ça n'a ni queue ni tête. on peut dire ça. fallait que tu la Ah fasses, mais, celle-là. ah mais ça fait trop longtemps que j'y pense. J'étais obligé. Donc, je vous prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée de recrue auquel l'OL pourrait faire une offre? Bon, me parlez sûrement pas de Ruben Dias parce que voilà, ça a pris un prix assez pardon, excusez-moi pour la vanne, hein. Je vois qu'il y en a qui sont pas contents. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une idée de recrue qui pourrait être intéressante pour l'OL? Alors, je vois déjà des réactions sur le chat. Il y a des Manolas. Alors, pourquoi pas, à voir si Manolas sera intéressé pour un contrat à l'OL. Je vois Bailly. Bailly s'est fait les ligaments. Alors, ce n'est pas les ligaments croisés, donc ça pourrait aller. Il serait de retour, a priori, pour la pré-saison à Manchester. À voir. Est-ce que vous, par exemple, Bailly, ça vous intéresse, vous? Je pense Le qu'on en a silence en déjà dit long. parlé un moment. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit moment. Ouais, c'est Bon, vrai, mais enfin, je sais pas, déjà, vu à la vu base, qu'il y a des j'étais pas personnes très. différentes, peut-être qu'il y a des avis différents. Ouais, Mais à la base, j'étais pas très très chaud pour l'idée, et puis maintenant avec sa blessure, je suis peut-être encore moins chaud. Après, franchement, je sais pas. Moi, je pense que je vais laisser cette affaire comme de toute façon, comme on va tous faire, on va laisser ce truc à Florian Maurice et on va juste admirer ce qu'il va faire dans quelques mois. On peut Ce avoir serait une pas, ce idée, un serait, avis quand même, t'inquiète pas. Non, ce serait, personnellement, j'ai absolument aucune idée de quel défenseur ce serait central de pas qualité étonnant on peut ramener. que, comme tu dis, au départ, ils reviennent sur Ruben Dias aussi, hein. ouais, moi je pensais à Ouais. ça aussi, hein. On sait on sait qu'il est encore suivi. Il y a quelques mois, il y a eu encore des rumeurs dessus. Ce serait pas étonnant que l'OL y replonge. Après, faut voir le tarif sur la même chose. Et du coup il Ouais, parle la mais même langue que Silvinho aussi, le Exactement. portugais.
Bah attends, comme dit Yaman, dans 10 jours, on en saura un peu plus, parce que Silvino sera arrivé. Enfin, je sais pas s'il arrive dans 10 jours, mais Juninho sera arrivé en tout cas. Alors, Les premiers travaux vont être lancés. Alors, parce que je sais là, on pas sait si pas vous vous du tout ce qui va souvenez. être. On sait même pas déjà comment va jouer Silvino, donc c'est compliqué Exactement. de se Je, projeter. je Bah, sais pas si à vous vous mon avis, il souvenez, va les jouer avec 4 amis. derrière. Mais... Je sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais il y a quelques émissions de ça, il y avait une rumeur qui était sortie comme quoi Daniele Rugani pouvait être une idée de recrue à l'OL. C'était en hiver, Euh, non? alors, non, c'était quand même plus en mars, je pense, Ah ouais, mars-avril, quelque peut-être. chose comme ça. Alors, ça peut être une idée, sachant que la Juve est aussi sur Ruben Dias. Pourquoi pas la Juve qui prend Ruben Dias et nous on s'en sort avec Daniele Rugani, ça peut être pas mal. Ouais, mais la Juve, ils vont, enfin, Chiellini, Bonucci et Barzagli commencent à se faire vieux aussi, donc je pense pas qu'ils vont Barzali, lâcher. c'est fini pour lui déjà. Ouais, mais ils vont pas lâcher Rougani du coup. Barzagli, il fait quoi là? Là, il prend sa retraite là. Ah, d'accord, ok. Ça paraît difficilement concevable, surtout s'ils continuent sur une défense à 3. Après, ils vont changer de coach aussi, donc je les vois pas lâcher Rougani, sachant qu'il est assez jeune et qu'il est potentiellement le successeur de ces trois défenseurs de la Juve. Il y a Zakouni sur le chat qui nous parle de Benatia. Hmm. Ah, Ouais, je suis non. pas chaud. On a déjà assez de débiles dans le vestiaire, donc est-ce qu'on rajouterait Benatia là-dessus? Je suis pas sûr. Ouais. Écoutez les amis, on se retrouvera dans un prochain numéro du Guncast pour discuter un peu plus mercato. L'émission touche à sa fin, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble et on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'être restés tout au long de ce podcast. Il y a même plus de gens actuellement qu'au début de ce podcast qui écoutent, donc ça fait très plaisir. Merci à vous d'être restés du début à la fin. Merci à mes invités d'avoir été là. Olivier, Dylan et Yaman, vous revenez quand vous voulez. Mikasa, Sukasa. Je sais pas si ça se dit comme ça, je m'en fous. De toute façon. Vous avez compris, hein. Merci à tous d'avoir. Ouais, mais là, on enroule, là. Merci à tout le monde d'avoir réagi sur le chat. C'était sympa d'avoir débattu avec vous. Et puis, si tout se passe bien, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le 11e numéro du Guncast, soit avec moi, soit avec Maxime à la présentation. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao les gones. Bye. Salut. Ciao. Salut.